Mais donc juste peut-être pour corriger un brin, c'est mon 7e livre. Ah oui. Et en fait c'est mon 5e roman parce que 2 des livres étaient des recueils de nouvelles. Donc voilà, c'est un peu un autre genre littéraire, mais que j'aime bien aussi pratiquer et qui permet une alternance. Voilà, mais je vous propose de directement laisser la place à vos éventuelles questions qui peuvent aller dans tous les sens. Ça peut être sur le roman, ça peut être sur le fait d'écrire, ça peut être, enfin, toutes les questions qui peuvent vous venir au sujet d'un écrivain. Ou ça peut pas spécialement des questions, ça peut être des remarques aussi sur la lecture que vous avez faite. C'est toujours la première qui est la plus difficile. Oui, après, une fois qu'il y en a un qui s'est lancé, voilà. Ou une. Oui. Une question qui part un peu hors du roman, c'est êtes-vous une jardinière dans l'âme ou une observatrice sur le sujet floral en général? Jardinière dans l'âme, je ne dirais pas, parce que vraiment jardiner, j'ai pas spécialement les compétences et tout ça, mais j'aime beaucoup la nature. Par exemple, j'habite en fait dans une sorte de parc. Donc c'est vrai que c'est pas moi qui dois m'en occuper, c'est pas moi qui fais les plantations, qui taille les buissons, etc. Mais j'adore être au milieu des arbres. Enfin moi, ma fenêtre, je suis au 4e étage et ça donne vraiment juste sur les arbres au niveau des nids d'oiseaux. Je suis vraiment comme un oiseau dans son nid. Et ça j'adore. Et donc c'est vrai que je pense que dans certains de mes romans, et celui-là en particulier, on sent très fort la présence, le passage des saisons notamment, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc oui, les arbres sont très présents même dans le titre. Mais, donc voilà, j'aime, mais je ne pourrais pas dire que j'ai pas par exemple une enfance à la campagne, à travailler la terre ou quoi que ce soit. Pas du tout, je suis vraiment une citadine. Mais j'habite à Bruxelles, vraiment à la périphérie, tout près de la forêt. Et donc j'ai quand même un certain rapport à la nature. Moi, je me disais aussi rapport à la nature, probablement dans le physique, mais peut-être aussi dans les lectures. On sent ton livre un peu nourri. Moi, j'ai pensé à La faute de l'abbé Mouret, je ne sais pas si tu y as pensé, ou alors à Paul et Virginie. Est-ce que tu as des exemples comme ça de livres qui t'ont marqué, où on a la présence de notamment jeunes gens dans une nature foisonnante Trop blanc. Comment? Ah oui, oui. Ça arrive, c'est vrai que j'aime bien. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans la littérature, c'est les livres américains. Je suis très americana et tout ça, et la musique américaine aussi, country, tout ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a un petit idéal de vie que je ne pratique pas, mais c'est autant la littérature que même toute une culture autour. Enfin voilà, cette musique, vous savez, avec du banjo, tout ça, oui. que j'aime beaucoup. Les grands espaces américains. Et alors, je suis une fan des documentaires de la BBC. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu tout le BBC Earth et tout ça. Ils vous font découvrir toutes les belles parties de la planète, tout ce qui n'a pas encore été... et donc voilà, j'ai un petit côté écologiste, etc. Ça oui. Maintenant, dans la littérature précisément, je lis un peu de tout, donc c'est autant ces livres-là que d'autres aussi. J'aime bien aussi tout ce qui est psychologique. Mais donc le lien, oui, entre la nature et se dire, ben voilà, dans notre âme, il y a aussi, enfin notre âme, notre vie intérieure, enfin, il y a aussi des saisons, il y a beaucoup de leçons à apprendre de la nature quand on regarde par exemple un arbre qui a l'air mort, et qui au printemps va rebourgeonner et puis finalement en fait il est parfaitement vivant. Moi c'est des choses qui, notamment quand j'ai des coups durs dans la vie, des choses comme ça, de regarder dans la nature que la vie a toujours le dessus finalement, même quand on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir ou quoi, il y a toujours quelque chose qui renaît. Moi, c'est quelque chose qui me fascine et qui m'a souvent aidée. Oui, ça apparaît dans le livre, cette notion de régénérescence. Ouais. Moi, il y a une question, bon, je prends encore la parole, désolé, mais tu as parlé de BBC, tu as parlé de... donc, il y a quand même quelque chose qui peut frapper même dans le roman, parce qu'à un moment donné, donc on a, comment dire, Je vous salue Marie, mais en anglais, en vieil anglais d'ailleurs, c'est marrant. Donc, tu es manifestement d'une double culture, à la fois francophone et anglophone. Oui, non, déjà... oui et non, parce qu'en fait, oui. Donc mon papa est britannique, ce qui me vaut ce nom un petit peu bizarre et qui a l'air d'un pseudo, mais qui est mon vrai nom.
Et donc voilà, mon papa est britannique, mais ça fait très très longtemps qu'il habite ici en Belgique, définitivement depuis ses 18 ans, et même bon, avant il était en Angleterre, en Belgique, ayant lui-même déjà un papa britannique, mais une maman wallonne. Donc, Ah bon. Donc voilà, donc je n'ai plus qu'un quart de sang anglais dans les veines, et c'est vrai que malheureusement on n'a pas vraiment profité de cette occasion pour par exemple parler anglais à la maison, puisque ma mère ne connaissait pas bien l'anglais, et donc leur langue commune, duquel était plutôt flamande, leur seule langue commune était le français, donc on a toujours parlé en français. Et donc au final j'ai gardé très peu de cette culture britannique, et par contre, par pur intérêt personnel, ou je ne sais pas, par le hasard de lecture, de films ou autres, c'est vrai, moi je me sens très attirée par la culture, tout ce qui est plus américain en fait, qu'anglais, bien que l'Angleterre aussi, il y a des magnifiques paysages, etc. Et la BBC c'est bien sûr anglais. Donc voilà, mais c'est plus un hasard qui m'a fait quelque part retourner à des racines anglophones. Mais sinon, enfin, je suis même pas, je parle pas hyper bien anglais parce que je ne le pratique pas. Donc ça, il n'y a pas de secret. Une langue, même si on arrive à bien la comprendre à la lecture, etc., si on n'a pas l'habitude de parler avec quelqu'un ou de vivre sur un lieu où c'est la langue qui se parle, forcément, on connaît moins bien, quoi. Donc, voilà. C'est un peu dommage, mais... Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou réactions. Oui, beaucoup. Peut-être maintenant, avec ce que je viens de dire aussi. Alors, suivant. Hamza, non? Une question ou... Hein? Comment? Tu réfléchis à une autre? Ah oui, mais il y a peut-être une question qui peut te passer par la tête. Il n'y a pas de belles questions, ni rien, de toute façon. Enfin, mais moi, Lisa, tu avais de bonnes questions. Pire, aussi, si j'ai pas de réponse, mais voilà. J'avais mis pour marquer que la nature est très présente dans le livre. On peut même dire qu'elle était un personnage principal. J'avais pensé que c'est un peu une obsession, une admiration pour le romantique du 19e, le système, tel que la solitude, l'angoisse, la nature, l'amour, la mélancolie. Donc, je voulais savoir si c'était, si ça vous avait marqué pendant vos études. Le romantisme, oui. C'est vrai que je me souviens de l'avoir étudié en classe en me disant mais c'est un peu quand même extrême, et puis finalement, comme vous le dites exactement, je retombe fort dans ces choses-là. En tout cas, le fait effectivement de donner à la nature la place presque d'un personnage, et donc typiquement dans le romantisme, on va par exemple s'adresser à la lune comme si elle était une femme à qui on peut se confier. Et donc c'est vrai qu'ici, clairement, le jardin, l'espace du jardin est une sorte de métaphore de la vie intérieure. Et donc il est 100%, il est presque le personnage principal, sans être un personnage humain. Il a vraiment un rôle à jouer. Donc l'espace, le fait que l'espace est délimité, qu'on est dans la solitude, l'isolement, c'est aussi une des thématiques de ce roman, c'est-à-dire, tiens, on peut souhaiter l'isolement jusqu'à un certain point, à partir de quand l'isolement nous rattrape et devient parfois contraignant et peut mener, comme vous disiez, à la mélancolie ou des choses comme ça. Voilà, là on est face à un homme qui semble avoir fait le choix de la solitude, et puis finalement, au fur et à mesure que le roman avance, on se rend compte que c'est pas un choix si facile, qu'il y a des blessures, que peut-être c'est pas totalement un choix de sa part et qu'il y a des choses qui lui ont été un petit peu imposées. Puisque vous l'avez lu normalement jusqu'au bout, vous savez pour quelle raison il est isolé, il aurait pu réagir autrement par rapport à son accident, son handicap. Il aurait tout à fait pu, malgré tout, se dire, on connaît des gens qui ont comme ça un handicap en chaise roulante, ils font le tour du monde, ça les a pas du tout arrêtés. Et donc, voilà, il y avait d'autres possibilités de réagir à ce qui lui est arrivé, et lui a fait ce choix-là, et finalement, arrivé à un certain âge, il se pose un petit peu de questions, en se demandant est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que la solitude ne lui prend pas plus qu'elle ne lui apporte, et surtout aussi par rapport à son couple,
Est-ce que ça ne va pas détruire son couple? Est-ce qu'on peut survivre à deux dans cette solitude? On voit bien que sa compagne, elle, a beaucoup plus besoin de contact et va encore rechercher. Alors voilà, est-ce qu'il va la perdre à cause de ça ou pas? C'est un petit peu toute la question. Voilà, j'ai peut-être anticipé des réponses à certaines questions. C'était très intéressant pour moi. Comment l'idée du roman arrive-t-elle en toi? Vous avez la liste des romans ou recueils de nouvelles précédents, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 et 2013 pour celui-ci. Il y a toujours un sujet qui arrive et qui frappe à la porte, ou deux ou trois en même temps, et tu les traites dans quel ordre, ou c'est chaque fois un et c'est celui-là que tu vas traiter, ou est-ce qu'il arrive qu'il y en ait qui soient en réserve et de celui-là j'attendais un peu. Comment ça naît une histoire comme celle-ci? Oui, parfois il y a des choses qui restent en réserve et qui mûrissent sur plusieurs années. Donc, alors ça reste des idées un peu vagues, et ce sera un jour, ça va vraiment cristalliser suite à une rencontre, un échange, quelque chose que j'ai lu, que j'ai vu. Et là, ça deviendra concret et ça deviendra le projet de ce moment-là. En général, effectivement, je fonctionne sur un projet à la fois. S'il y en a deux qui se concurrencent, à un moment, il y en a un qui va laisser la place à l'autre, très clairement. Et donc, oui, des sujets d'inspiration, je ne vais pas vraiment en chercher. J'ai rarement des périodes où je me dis, il n'y a rien maintenant, qu'est-ce que... en général, juste après avoir fini l'écriture d'un roman, à partir du moment où je le rends à l'éditrice, ça libère l'esprit pour d'autres choses. Donc parfois j'avais déjà une vague idée, tiens après je crois que je ferai ça, mais j'y pense pas trop pour rester à fond dans ce que je fais pour l'instant. Et donc voilà, à ce moment-là, quand j'ai rendu le roman et que cette page-là est tournée, je reste ouverte à toutes les inspirations qui viennent, avec parfois donc déjà des petites idées qui étaient là. Et c'est souvent en ne cherchant pas, en ne disant pas aïe aïe aïe, j'ai plus d'idées, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je m'occupe, comme ça ne marche pas. En général, les idées, elles viennent mais vraiment super bêtement. Ce sur quoi je travaille actuellement, l'idée m'est venue en faisant la vaisselle avec mon frère. Donc, voilà, c'est pour dire, c'est souvent, en fait, quand on est occupé à une activité très quotidienne, quelque chose qu'on fait presque par réflexe, qui ne demande pas d'être vraiment super présent à ce qu'on fait. À ce moment-là, l'esprit vagabonde un petit peu, et là, tout d'un coup, il y a une idée, souvent c'est sur un personnage, parfois c'est un lieu d'abord qui va... et puis voilà, on remplit un petit peu autour de ça, ça se construit. Une fois qu'on a quelque chose de suffisamment construit, moi je me mets à écrire, même si je ne connais pas encore vraiment tout le développement, j'ai au moins suffisamment de matière pour commencer. Et après, je me surprends moi-même, parce qu'en cours d'écriture, il va arriver des choses où parfois aussi, vous avez une idée, et puis quand vous commencez à l'écrire, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas moyen de rendre ça vraiment crédible, ou, enfin, ça va pas aller. L'idée était bien tant qu'elle était juste dans votre tête, et quand ça devient un peu concret par l'écriture, ça passe plus. Du coup, il faut chercher autre chose, etc. Et donc, c'est sans cesse un jeu comme ça. Mais quand je dois chercher autre chose, je dis, je me dis pas, bon, maintenant je m'assieds sur une chaise et je réfléchis, il faut que je trouve une solution. Non, je continue ma vie, je travaille, je fais à manger, je dors. Et petit à petit, dans des activités quotidiennes comme ça, un jour, je suis dans le métro à Bruxelles et j'ai une idée qui me vient, voilà, je suis sous ma douche et tiens, c'est l'éclair. Voilà, et je trouve comment continuer ou comment étoffer, ou la solution à quelque chose qui me semblait problématique.